Voilà. So I think we're all very well aware of the fact that when the mind is kind of stressed, tight, driven, in other words, in its normal state, habitual state, that when a thought comes up, it's very difficult to observe it. By the time we're aware of it, it's already caught us. And likewise for emotions and desires and everything else. They catch us. So it's hard to go directly from, let's say, your work. If you're working in, let's say, downtown Paris, you have a heavy workload, come home and say, oh, settle mind in natural state. Hard. And it can just be an ongoing exercise in frustration of feeling carried away again, carried away again, carried away again. In other words, you're not doing the practice. Because if you're just sitting there being carried away, you're not doing the practice. You're just sitting there with a wandering mind, getting more and more frustrated. Donc, je pense que nous sommes tous bien conscients de nos états d'esprit quand nous sommes stressés, nous sommes tendus, crispés, anxieux, etc. Bref, conscients de cet état habituel de notre esprit. Et il est difficile quand on est dans cet état-là d'être capable d'observer ses pensées, d'observer ses émotions, d'observer les choses quand on est totalement embarqué, ou en français on dit la tête dans le guidon. Et il est difficile quand on a une vie professionnelle, on part, on est en stress, etc. Puis difficile quand on rentre à la maison, de dire bon bah ça y est, je vais établir mon esprit dans mon état naturel. Et donc ça peut être un peu frustrant d'être tout le temps, de se laisser tout le temps embarquer comme ça dans ces états et de ne pas pouvoir s'établir dans la pratique. And then it's very natural for us, raised in the modern West, to see how poorly we're doing, thinking, I'm not practicing very well, I'll try harder. And then you just take the mind and you twist it, and you twist it, and you twist it, and it still doesn't work. So for this reason, I strongly emphasize, strongly encourage, really get used to practicing in the supine position. The first thing is we need to be having a body-mind more like a Tibetan nomad 100 years ago. Closest approximation. And for that, lying on the back and breathing and relaxing and gradually letting the intensity and the frequency of thoughts gently subside, loosening up. And then you can continue lying down or you can sit. And then you may actually be able to have that inner stillness coming from a sense of inner ease, looseness, relaxation. And from that, when a thought comes up, oh, hi, you can actually observe them without being carried away by them. Et donc, c'est finalement assez logique de voir que quand nous, en tant qu'occidentaux, de réaliser le peu de résultats que nous avons dans notre méditation, et puis constatant ce peu de résultats, on décide de dire bon, il faut encore que je m'applique plus, que je fasse plus d'efforts et que je mette un coup de collier pour mieux pratiquer. Mais en faisant comme ça, on arrive qu'il y a une chose, c'est de crisper plus et plus encore notre esprit. Donc c'est pour ça que Allen insiste autant sur le fait de s'entraîner d'abord, on a commencé par la pratique couchée, de manière à bien pouvoir se détendre, bien retrouver l'état de relaxation. Et donc en utilisant la position couchée, la conscience de la respiration telle qu'il nous l'a fait pratiquer. Et plus cette détente s'installe, plus on a un sentiment d'aisance et de tranquillité qui se présente à nous. Et là, on est à ce moment-là capable de pouvoir s'établir notre esprit dans son état naturel et de pouvoir regarder les pensées telles qu'elles se présentent. Now, if you should ever get flying lessons, to learn how to fly an airplane, you notice that for many of the lessons,
you're in a plane with two seats. And the instructor is there, and you, and then sometimes you're flying, but if you blow it, the instructor brings you back, right? But after some time, sooner or later, you have to fly solo. This next session, you're flying solo. Si vous prenez des cours de pilotage, donc vous allez, quand vous commencez à piloter dans l'avion, vous allez commencer par être avec un instructeur qui va être il y a les doubles commandes dans l'avion, et donc il y a les deux sièges et deux commandes, et l'instructeur va être là auprès de vous, et quand vous commencez à pas faire ce qu'il faut, l'instructeur reprend les commandes et vous guide. Et donc, mais il y a un moment ou un autre, il faudra bien être capable de voler tout seul. So what I would suggest for this 24 minutes is you begin with mindfulness of breathing, big emphasis on relaxation and gently calming the mind. Donc ce que nous suggère Alan pour cette pratique que nous allons faire de 24 minutes, c'est de commencer par la pleine conscience de la respiration pour atteindre un état de relaxation et de détente de l'esprit. And then when you feel ready, then I suggest one of two options. Either return to the practice of merging mind with space, explore that more deeply, or return to the core practice of settling the mind in its natural state. One of those two. Et donc quand vous sentez que cela se manifeste, que vous êtes détendu et calme, à ce moment-là, il vous donne deux options. L'une, c'est de reprendre cette pratique de laisser son esprit s'ouvrir dans l'espace comme on l'a fait tout à l'heure, pour approfondir un petit peu cette expérience, ou alors de faire la pratique d'établir l'esprit dans son état naturel. So, with this practice, no more multitasking. No more, you don't have to go back and forth, your meditation, listening to me, back and forth. Then, just do it. Donc, dans cette méditation, il y a plus de, vous allez vous débrouiller. Il va pas être là. Vous n'êtes pas obligé de sortir de votre méditation pour écouter ses instructions, etc. Voilà, vous avez les instructions et voilà ce qu'on va faire. Just do it.
So we'll continue with his commentary. In that one paragraph, he described very concisely, but I think quite clearly, the 4 types of mindfulness. Nous allons continuer l'étude de ce texte. Donc, le premier paragraphe présente de manière assez concise, mais très claire, les différents types de pleine conscience. And he continues, the former 2 kinds of mindfulness, namely single-pointed mindfulness and then manifest mindfulness, directly perceive whatever creative displays arise, that is, thoughts, images, and so on. While during the latter 2, namely absence of mindfulness and self-illuminating mindfulness, apart from abiding solely in dependence upon a subtle mode of apprehension, that in Gelupa terminology is a subtle continuum of mental consciousness, apart from that, all lustrous appearances and creative displays of thoughts cease. So there is only non-conceptuality. Les 2 premiers types de pleine conscience en un seul point et pleine conscience manifeste, perçoivent directement toutes les créations qui s'élèvent, c'est-à-dire toutes les expériences sensorielles, les pensées, etc. Tandis que les 2 dernières, l'absence de pleine conscience et la pleine conscience auto-éclairante, ne s'établissent pas seulement en dépendance d'un mode d'appréhension subtil, et ça fait référence, en d'autres termes, au continuum de conscience. Toutes les apparences et tous les étalages de pensée cessent. Aussi n'y a-t-il que non-conceptualité. These kinds of mindfulness are aroused by the path, which is to say, by taking the mind as the path, these 4 types of mindfulness just naturally emerge. They come forth. And since they descend to the 2 types of substrate, they are called the substrates of descent. That is, they bring you down to the substrate. And in terms of those 2 types, you can simply read the footnote yourself. Ces 2 différents types de pleine conscience sont éveillés sur le chemin, c'est-à-dire qu'ils émergent naturellement, et ils s'appliquent aux 2 types de substrats. Ils sont appelés les substrats, donc on a traduit de la chute, mais de la descente, puisqu'ils nous aident à redescendre dans la conscience substrat. Donc, si vous voulez corriger la traduction en français, c'est plutôt la descente que la chute. On descend sur le fond de la conscience substrat. So some teachers regard the first of the 2 types of substrate, as the one taste. The one taste, this is one of the 4 yogas in Mahamudra practice. And they regard the second type of substrate. You see the actual substrate and then the temporarily luminous substrate. Some regard the temporarily luminous substrate as freedom from conceptual elaborations, which is another of the 4 yogas of Mahamudra, which entails the union of shamatha and realization of Rigpa. Some people say that. And they're completely wrong. Certains enseignants considèrent le premier comme étant la saveur unique. La saveur unique, c'est l'un des 4 yogas de Mahamudra. Et le second comme étant libre d'élaboration mentale, donc une des 4 autres pratiques de Mahamudra. Et donc, c'est-à-dire libre d'élaboration mentale, c'est l'union de samatha et de rigpa. Et donc ces enseignants qui pensent de cette manière-là ont totalement tort. So others claim it is ethically neutral, that is neither virtuous nor non-virtuous, but whatever they call it, in reality you have arrived at the essential nature of the mind. So as stated before, you've now realized directly the luminous and cognizant nature of consciousness. D'autres prétendent que c'est éthiquement neutre,
mais quel que soit le nom qu'on leur donne, vous avez atteint la nature essentielle de l'esprit. Can I just check my translation? You said this teacher who's taking a unique test or free of mental elaboration. Yeah. They're wrong. They're completely Yeah, wrong. okay. Because these are way up there. You've achieved shamatha already, you've realized Rigpa, you're well on your way to Buddhahood. In other words, they're grossly exaggerating the nature of it. Sorry, translate correctly. That's good. Good. So, that completes that was the core instruction on taking mindfulness of the essential nature of the path, and now we have specific meditative experiences to be purified, what needs to be done along the way. Donc là, nous avons fini ce paragraphe sur la pleine conscience de la nature essentielle du chemin, et nous en arrivons donc maintenant au chapitre suivant qui consiste à décrire les expériences méditatives spécifiques à purifier. So the root text reads, "For everyone, the various experiences of bliss, vacuity, and luminosity become objects of craving and attachment. And meditative experiences, these are nyam that I mentioned before, you remember those? The anomalous, transient, so forth. The meditative experiences of illnesses and discomfort in the body, speech, and mind sporadically arise over time." Donc le texte Racine nous dit: pour chacun, les diverses expériences de joie, de vacuité et de luminosité deviennent des objets d'attirance et d'attachement. Et des expériences méditatives de maladie, d'inconfort dans le corps, la parole et l'esprit apparaissent sporadiquement au fil du temps. Les expériences méditatives, c'est les nyam dont on parlait hier ou avant-hier. So when you access substrate consciousness, not by just falling asleep or dying or fainting, but you access it with full luminosity, with the removal of all obscurations, as a result of shamatha. When you're dwelling there in the substrate consciousness, in that fourth type of mindfulness, three qualities come up, and it's true for everyone. And it doesn't matter what your religion is, you're Buddhist, Christian, whatever, it doesn't matter. Three qualities, it's bliss, luminosity, and non-conceptuality, which is also called vacuity, a total silence of awareness, and absence of appearances. Donc quand on s'entraîne dans la pratique et qu'on en arrive à cette conscience substrat, quelles que soient les traditions dans lesquelles on pratique, qu'on soit chrétien, bouddhiste ou autre, se développent trois qualités d'expérience, de joie, de luminosité ou de non-conceptualité, qui est une autre manière de parler de la vacuité. But these three qualities sporadically occur also when you're simply on the path to shamatha, even in quite early stages. So some people will just be practicing, and then suddenly a rush of bliss comes up. Others just be practicing, and then suddenly the mind becomes just so clear, just a high. And it's like, whoa, really luminous. And other times practicing, and the mind just becomes utterly still. And then they pass. So it's like a break in the clouds and a shaft of light of bliss, a shaft of light of luminosity, a shaft of light of non-conceptuality shines through, and whoa, you like that. And then the clouds come right over again. Continue on. Whenever they come up, people tend to say, "Oh boy, oh good," and you want to hold on. And then when it's gone to you, where did it go? Where did it go? You want it again. Et donc ces expériences peuvent se manifester même pour des pratiquants beaucoup moins avancés. Ils peuvent faire des expériences comme ça de joie, de vacuité, de grande clarté, de grande ouverture d'esprit. Et tout ça se manifeste, et quand ça arrive, le pratiquant est tout content, hop, et puis il s'accroche à ça, il dit, ah, c'est parti, où est-ce que c'est parti, etc. Puis quand il arrive quelque chose comme ça, ah, super, c'était... Et donc c'est un petit peu comme si on est un ciel plein de nuages, puis il y a un petit éclair de lumière qui sort, puis pop, le nuage se referme et on se jette dessus. Et voilà, donc c'est des choses qui arrivent même pour des pratiquants débutants, moins avancés. So even the bliss, luminosity, and non-conceptuality, these two are nyama. They are anomalous, transient, psychosomatic experiences that arise as a result of authentic practice. They're also nyama.
Et donc ces expériences de joie, de clarté, de luminosité sont aussi des nyams, sont simplement des expériences psychosomatiques ou psychiques qui se manifestent pendant la méditation, une méditation authentique. But also, he comments, illnesses and discomfort in body, speech and mind. These also sporadically arise. These two are nyam. So if the only nyam that arise, if the only ones that arise on the path of taking the mind as the path were all just bliss, luminosity, non-sexuality, everybody would be practicing it. You know. But this is mixed up with physical illnesses, ill at ease, misery, anxiety, and physical stuff, mental stuff, and that's also part of the package. It's not that this is very important. It's not that this simple practice is making you ill. It's not a toxic practice. I mean, how can it be? You're just observing thoughts. But by doing this practice, what is already there comes up. And so you have to know that beforehand. Don't be surprised. Don't think, oh, I'm feeling nauseous, or oh, I'm feeling insomnia, or oh, I'm feeling really agitated. I must be doing something wrong. Maybe you're doing something wrong. Check it. But no, these are nyam. They are maybe very unpleasant, very disturbing, or just weird. But if it's a nyam, it's coming because of authentic practice. So don't be put off, don't be surprised. This is part of purifying the mind. Very important. Et donc également, on peut faire, pendant sur le chemin de la pratique, on peut faire des expériences de mal-être, d'inconfort, de douleur, au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Et tout ça arrive obligatoirement. Si ça n'arrive pas, ça se saurait. Si on n'avait que des expériences de joie, de luminosité, etc. dans la méditation, tout le monde se mettrait à la méditation, sans problème. Donc c'est vraiment des choses qui se manifestent forcément sur le chemin, et qui sont des nyams, sont des expériences méditatives, et ça ne veut pas dire pour autant que notre méditation est mauvaise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose de mal. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de mal qu'on fait et il faut quand même examiner ça. Mais ce sont simplement des expériences qui se produisent au cours de la méditation, et tout simplement parce que c'est comme ça que nous fonctionnons, que notre esprit fonctionne, et comme on le regarde, on l'observe, et ça se manifeste, tout ça nous est révélé. Donc il n'y a pas, il faut faire avec, ça fait partie du paquet, du package. Et donc il nous faut faire avec, que les sensations soient plaisantes ou déplaisantes, ça fait partie du chemin. So now let's go to his commentary. Donc revenons au commentaire. Occasionally on this path, due to being bound or caught up by coarse and subtle grasping of mindfulness, there certainly arise various experiences for everyone, such as bliss like the warmth of a fire on a cold winter day, luminosity like the breaking of the dawn, and vacuity or non-conceptuality like an ocean unmoved by waves. Those are four classic analogies. Three classic analogies. Donc parfois sur ce chemin, en raison du fait que l'être est pris par les saisies grossières et subtiles de pleine conscience, pour chacun se manifestent des expériences telles que la joie, comme la chaleur d'un feu, la luminosité, comme la rupture de l'aube, la vacuité ou non-conceptualité, comme un océan non agité par les vagues. However, if you don't know that these deceptive meditative experiences, they're deceptive because you think, oh, it's going to stay, it's going to last forever. They don't. They're transient. If you don't know that these deceptive meditative experiences are not to be believed or trusted, that is, don't think they're going to just stay. If you don't know that, and if you fixate on them as the highest virtues, thinking, now I realize Rigpa, this is Dharmakaya, now I'm enlightened, like that, then they become, so if you fixate on them as the highest virtues, such that they become object of craving and attachment, they'll becoming nothing, those experiences of bliss and so forth, they will becoming nothing more than causes of rebirth
in the three realms of mundane existence. So you're not even on a path to liberation. You're just spinning around in samsara. Donc si vous ignorez que ces expériences méditatives trompeuses, donc trompeuses veut dire qu'elles sont en fait passagères et on croit qu'on est arrivé à quelque chose, ne doivent pas être l'objet de croyance ou de confiance. Et si vous vous y fixez comme étant les vertus les plus élevées, c'est-à-dire que vous croyez que ça y est, super, j'ai atteint Ripa, j'ai atteint le Dharmakaya, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles deviennent des objets d'attirance et d'attachement, elles vont devenir rien d'autre que des causes de renaissance dans les trois domaines de l'existence mondaine. Donc en se comportant comme ça, plutôt que d'avancer sur le chemin, en fait, on ne fait que continuer à tourner en rond dans le samsara. Therefore, even if you cultivate them, those three qualities, for a long time, you will not arise above samsara. Par conséquent, même si vous les cultivez pendant de longue durée, vous ne vous élèverez pas au-dessus du samsara. So it turns out that the achievement of shamatha turns out to be a tremendous temptation. Donc il semblerait que si cela se manifeste dans la pratique de samatha, ça peut être une tentation très importante. Once you fully achieve shamatha, you can go right back into it, effortlessly. You're in. And you can stay easily 4 hours, maybe longer. And while you're resting there, you're completely withdrawn from the world, the surrounding environment, and you're just experiencing a continuous flow, kind of an alloy of bliss, luminosity, and utter serenity of non-conceptuality. And so it's extremely tempting to say, I'm done. I don't need vipassana, bodhicitta, I don't need any of that. I'm just so happy with what I have. This is it, I'm finished. And just hang out in shamatha for day after day, week after week. Just come out, get some cookies, and then just go back. And you can stay there for days, weeks, months, coming out for a little, and then going back in. You can remain in shamatha for months or years, and you're not moving at all. There is no progress anywhere. So now you're stuck, because you're totally attached to this bliss, luminosity, non-conceptuality, and you're not moving at all on the path. You're nowhere at all. You're just taking a little time out from active samsara, but your samsara has gone dormant, but it's still there. So, the moral of the story is, if you want to reach the path and proceed along the path, you must achieve shamatha. It's not an optional, it's actually indispensable. But if you get stuck there, then you're nowhere at all. You've not even moved one hair's breadth on the path to enlightenment. So you can see this is quite challenging, to get to such bliss and not be attached to it. Donc même si on a réalisé complètement samatha, on a donc cette capacité à s'installer de manière extrêmement facile dans cet état d'esprit de clarté, de luminosité, de bien-être complet, de félicité, et dans un flux complètement continu, extrêmement détendant, et on peut rester autant qu'on veut. Et ça peut être extrêmement tentant d'en rester là, de rester à cet état et de ne pas aller plus loin à pratiquer vipassana parce que on se sent très bien on se sent très bien là, on dit bon ok ça va, ça me suffit comme ça. Et donc on peut pratiquer ça pendant des semaines, des mois, on peut être vraiment très bien et puis on sort juste de sa méditation de temps en temps pour aller manger un petit gâteau, mais si on fait ça, en fait on n'avance pas du tout, on ne fait absolument aucun progrès parce que finalement on s'attache à ces états de clarté, de luminosité et de joie, et donc on n'est pas du tout libéré, on a juste les perturbations du samsara qui ne se présentent pas à ce moment-là, mais elles sont juste dormantes. Et donc ça ne bouge pas. Donc c'est un vrai défi que d'avoir à pratiquer la méditation pour cultiver ces qualités et surtout de ne pas s'y attacher. If you're attached to the bliss, that leads to birth as a deva in the desire realm. If you're attached to luminosity, it leads to rebirth in form realm. And if you're attached to the non-conceptuality, it leads to rebirth in the formless realm. In the formless realm. Arupya Tatu.
Excuse me. Can I translate? Oui, je vais traduire. Je vais traduire. I was looking for my glasses and I couldn't find them anywhere. They're gone. Donc, la question, c'est que se passe-t-il quand... Okay. It's an analog to the forms, right? Oui, quel est dans quel monde se trouve-t-on à ce moment-là? Donc, quand on s'attache à la... Oui, dans quel royaume on peut renaître? Donc, quand on s'attache à la félicité, on va renaître dans le monde du désir, ou le monde des dévas, des dieux. Si on s'attache à la luminosité, on va renaître dans le monde de la forme. Et si on s'attache à la non-conceptualité, on va renaître dans le monde du sans-forme. So moreover, from your guru's teachings, you must thoroughly understand how outer upheavals, it's a technical term, outer upheavals or eruptions of apparitions of gods and demons, there's the outer, inner upheavals of physical illnesses, and secret upheavals of various joys and sorrows and so on, sporadically arise over time as various meditative experiences of illnesses and discomfort in the body, speech, and mind. In other words, your practice is catalyzing these. The practice isn't making you ill. It's not like taking poison and getting ill, or overeating and getting ill. What's there is already there, and it's catalyzing. And I think it's transparent. You're not doing anything toxic. You're not introducing into the system anything that's toxic. Right? It's serving the thoughts. But that triggers, catalyzes outer upheavals, inner upheavals, and secret upheavals. En outre, vous fondant sur les enseignements de votre gourou, vous devez précisément comprendre comment les agitations extérieures dues à des apparitions de déités ou de démons, les agitations intérieures dues à des maladies physiques et des agitations secrètes ou subtiles dues à diverses joies ou tristesses, etc., apparaissent sporadiquement au fil du temps comme des expériences méditatives variées de maladies, d'inconfort dans le corps et la parole et l'esprit. Donc, il est donc clairement expliqué ici que tout ce qui se manifeste pendant le chemin de cette pratique méditative n'est pas créé par la méditation, ce sont simplement la méditation, on va dire, catalyse leur émergence, elle se révèle, parce que en fait tout ça est déjà là dans notre esprit, donc on ne les crée pas par la méditation, toutes ces expériences méditatives, tous ces nyams. So in traditional Tibet, belief in gods and demons was as common for Tibetans as our belief in viruses and bacteria. I mean, they all believed it, because they knew experts knew about them. And so if you're a traditional Tibetan, like 100 years ago, and you do this practice, you may very well experience, as an upheaval, apparitions of gods or demons. These are in fact displays of your own mind. But you might very well see it because it's part of your worldview. Whereas modern Westerners, for whom many of us really don't have that much belief or even interest in gods and demons, they probably won't appear. Probably just more nasty neighbors, scorpions, spiders, snakes, things like that. We do believe in those. Beginning you talk about the viruses and bacteria. Yeah, as you and I mean, how many of us have actually seen a virus or a bacteria? Okay. Right? But we believe in them for a good reason. Tibetans similarly believe in gods and demons because they figure, well, those yogis, they know about them. Okay. And so it's widespread belief, ubiquitous. Dans notre culture, pour nous occidentaux, quand on nous parle des virus, des bactéries et tout, etc., nous y croyons, alors que finalement nous n'en avons jamais vu. Mais nous y croyons que ça existe. Et dans la tradition tibétaine, donc ces expériences de déité ou de démons, c'est également quelque chose qui fait partie de leur croyance, parce qu'effectivement les yogis les ont vus. So if you fixate either on the pleasant yam, or you reify and respond with hope and fear to the unpleasant yam, you're stuck. Donc, si on s'attache au nyam plaisant et qu'on
on craint les expériences déplaisantes, les nyams déplaisants, et ben on est coincé. So there's a further section on how to deal with nyam when they do come up. Et donc la section suivante, la suite du texte, nous explique comment gérer ces nyams. A final question? Yes, can you explain more about grasping of mindfulness? Yes. Is mindfulness grasping? Mindfulness may or may not entail grasping, but it usually does. Yeah. And so because of the grasping that occurs when bliss comes up, you're mindful of the bliss and I want it, right? And then some psychological disturbance, maybe a terrible memory comes up. Oh, I don't want that. You're mindful of the disturbing memory. But you're grasping out, oh, I don't want that. I hope this happens. It's the grasping that is catalyzing and perpetuating these nyam. It's not mindfulness. No, it's the mindfulness that goes along with the grasping that goes along with mindfulness. Mindfulness is not the problem. But because of the grasping, that's what catalyzes. And we are normally grasping all the time. Clear? Good. La question était sur on cite dans le texte à un moment la saisie de la pleine conscience. Donc voilà des détails sur cela. Donc effectivement, avec la pleine conscience, on saisit ou on ne saisit pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des expériences plaisantes qu'on saisit comme plaisantes ou des expériences déplaisantes qu'on saisit comme déplaisantes. Et en fait, c'est pas la pleine conscience qui saisit, c'est la pleine conscience associée ou non à la saisie. But it is true, to continue. It is true with this sustained. Now, bear in mind, if you're practicing 20 minutes a day, not much of this is going to happen. You'll stay on the surface. But if you're practicing 10 hours a day for 6 months, or a year, or longer, then by the power of the mindfulness, attending to the mind, the emotions, the desires, the memories coming up, that mindfulness having some degree of grasping involved, that does catalyze. Catalyzes all kinds of stuff. And therefore, both the pleasant, like the bliss, and the unpleasant, like fear, are catalyzed. That's part of the process. It's not a mistake. It's not something you try to avoid. It goes with the territory. That if you do this practice for hundreds or thousands of hours in a continuous, intensive fashion, it will dredge the psyche. And these unpleasant upheavals will come up, and that's part of the practice. To have them come up and learn how to effectively deal with them. That's part of the practice. And then this part of the practice comes to an end. And all of those unpleasant nyam subside, and then you're just left with a smooth continuum of bliss, luminosity, and non-conceptuality. And once you're there, then these unpleasant nyam don't come up anymore. You're finished. You've achieved shamatha. Okay? Is that clear? Okay. Okay. Donc si on ne pratique que 20 minutes par jour, il n'y a pas trop de chances que tout ça se arrive, mais si vraiment on pratique régulièrement et pendant longtemps, plusieurs heures par jour, il peut alors se manifester effectivement toutes ces nyams, ces expériences méditatives plaisantes ou déplaisantes, et par la saisie, on a tendance à les catalyser. Donc tout ça se produit effectivement parce qu'avec une pratique intensive, ça finit par atteindre les couches plus profondes du psychisme, et donc forcément tout ça émerge. Donc il est important de savoir comment gérer ces pratiques méditatives. Et au fur et à mesure de la pratique, si on s'y prend bien, donc toutes les expériences méditatives, les nyams méditatifs vont naturellement se réduire, diminuer, pour ne laisser place qu'à des expériences de joie, de clarté, de non-conceptualité. Et à ce moment-là, quand il n'y a plus du tout d'expérience négative qui est expérimentée, on a réalisé samatha. So I have no training at all in clinical psychology, zero. But I'm going to make a guess. And that is, if a patient comes with a very strong degree of anger and rage, a lot of depression, a lot of anxiety, and possibly some real post-traumatic stress disorder from a really difficult past,
And this person comes to a very wise and compassionate therapist and then receives sustained therapy under very careful guidance. Here's my guess. From session to session, that patient doesn't just feel better and better and better and better and better. Just a nice smooth, I'm still hoping don't have to. I don't think so. I don't think so. If it's really wise and compassionate therapy, guidance, then that person has to face his or her demons. And you have to have some of these things come up, and they have to be understood. In other words, sometimes you may feel more rotten than you did last week, but then you get more therapy, you work through it. And then another surge of I didn't know I hated my father. Then I get to deal with that. And so, I think it's true, isn't it? This is therapy. You have to meet your demons and not just jump over them. And here is internal therapy of the mind, or not Rigpa, but pristine awareness, not substrate consciousness. Substrate consciousness is your therapist. And it's healing you. But in order for the healing to complete, you have to dredge up all this stuff between your conscious awareness and your substrate consciousness. You have to go through it. You can't go around it. Excuse me, could I ask for a point of Not yet. Ok. Donc Lan n'a pas d'expérience particulière en psychothérapie, en psychologie clinique, mais imaginez qu'il y a un patient qui soit très déprimé, très anxieux, qui souffre de stress post-traumatique lourd et qui vienne voir un thérapeute, et que même si ce thérapeute est le plus compatissant des thérapeutes, on a du mal à imaginer que ce patient va arriver et comme ça, simplement il va dire ok, ça y est, je me sens bien, tout est en 2 temps, 3 mouvements, et que le processus thérapeutique va passer par le fait qu'avec le thérapeute, le patient va pouvoir faire face à ses démons, va être capable de regarder ses souffrances, ses difficultés pour pouvoir les surmonter. Et tout ça prend du temps, c'est tout un processus. De la même manière, il ne faut pas s'imaginer que la pratique de samatha, où on part avec un esprit très, très grossier, va d'un seul coup vous mener vers la conscience, vers la joie, la félicité et la clarté d'un seul coup. Il va falloir aller vers notre conscience substrat qui effectivement, c'est cette conscience substrat qui va nous soigner, c'est elle qui est thérapeutique. Mais tout ça va nous demander de traverser toutes les couches de notre psychisme. On est obligé de passer par là, et donc toutes ces expériences agréables et désagréables, on va forcément les rencontrer. I'm hearing something. Lunch. So there will be more time for questions, but right now, let's go for lunch and let's reconvene at quarter past 2, 15 minutes past 2. What's that? Photo, picture. Okay, good. We still come back at 2:15. Alan entend des voix, il a entendu une voix qui nous disait que c'était l'heure du repas, donc on aura un autre temps pour des questions, et là on va faire les photos.